Il y a deux événements importants pour nous au Québec au cours de la dernière année. C'est l'avis du Conseil supérieur et l'enquête PAICA qui ramène sur la table la priorité. Et donc, c'est très intéressant. On va en parler aujourd'hui de plusieurs façons. Je voudrais simplement, moi, quelle est l'importance de cette enquête? C'est bizarre parce que cette enquête-là a été très couverte en Allemagne, bien que l'Allemagne a un score très décevant. Et je vais l'expliquer pourquoi. Mais au Canada, on a retenu de l'enquête qu'une comparaison, d'ailleurs, un peu biaisée des chiffres, en disant c'est pareil comme avant, donc il n'y a pas de nouvelles. Cette enquête-là, c'est de l'évaluation directe. Donc, c'est pas. Est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ne savent pas lire, qui est l'indicateur des Nations Unies sur les taux mondiaux d'alphabétisation et d'analphabétisme? Donc, c'est une enquête ça durait, ceux qui passaient le test en même temps, ça durait 1 heure par personne. Donc, c'est un investissement majeur pour connaître la situation. Malheureusement, cette enquête-là ne touche pas les gens après 65 ans. Pour eux autres, l'éducation tout au long de la vie, ça s'arrête à la sortie du travail. C'est un des faiblesses de cette enquête. Au Canada, on a quand même eu un échantillon très important. C'est la première fois qu'on a un échantillon aussi important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que 6 autres pays qui vont se rajouter en 2014. Et c'est intéressant parce que là, on commence à avoir un intérêt dans d'autres régions du monde. Je pense au Chili, je pense à l'Indonésie, je pense à Singapour, Turquie, etc. Ça va être extrêmement intéressant. Cette enquête-là mise sur 3 compétences qu'ils appellent les compétences du 21e siècle, c'est-à-dire pour participer activement à la société et à l'économie. Et ça, c'est intéressant. C'est la première fois aussi que l'OCDE s'intéresse à l'enjeu hors travail des compétences de base. Littératie, numéricie, c'est des choses connues. Résolution de problèmes dans des environnements technologiques, c'est une nouvelle variable qu'ils ont développée. Et je vais y revenir parce qu'elle est clé, cette variable. Parce que dans le fond, le niveau de compétences de base, ou de compétences clés, ou de compétences essentielles, ou de compétences fondamentales, tous les vocabulaires ressortis au cours des 2 dernières décennies, c'est pas le niveau qui baisse. C'est l'exigence de fonctionnement de la société qui augmente. Et donc, c'est très important de le saisir. Et surtout, la résolution de problèmes dans des environnements technologiques, en milieu de travail, en santé, c'est les 2 secteurs dont je vais beaucoup parler. Ça change complètement la donne. Si on me dit que j'ai un cancer du sein, pas moi personnellement, et que je suis capable d'aller sur Google vérifier la qualité du test qu'on m'a fait passer, ça change tout. Si je suis capable d'aller voir les effets collatéraux de tel médicament, ça change tout. Et tout ça est sur support informatique, surtout qu'aujourd'hui, le rapport entre le médecin et le patient ou la patiente a diminué de 4 à 1. Et donc, le renvoi à la quête individuelle d'information, surtout sous support informatique, est maintenant une des causes silencieuses d'inégalité de la santé curative, de la santé préventive. Je vais beaucoup insister sur la santé parce qu'on parle beaucoup du travail, mais l'information de base dans le domaine de la santé va devenir un enjeu majeur pour le droit à la santé. C'est quoi les grands constats généraux? D'abord, dans l'ensemble des pays, il y a un adulte sur 5 qui démontre une maîtrise insuffisante des compétences essentielles aujourd'hui requises. Si on avait fait l'enquête il y a quelques années, les compétences essentielles requises étaient moindres, mais les compétences essentielles aujourd'hui requises, et ça c'est important, là, c'est ça qui est nouveau dans l'enquête. Il y a quand même un adulte sur 5, c'est quand même énorme. Dans certains cas, on peut même aller sur un adulte sur 4, un adulte sur 3, on verra tantôt. La maîtrise de ces 3 compétences est associée, et ça c'est très intéressant, on a des indicateurs sur l'importance de pouvoir continuer à exercer son emploi, d'accéder à un emploi, et surtout le lien entre le salaire et le niveau de maîtrise des compétences de base. Et ça c'est intéressant, on a maintenant des indicateurs très fouillés, des corrélations très précises là-dessus. L'autre constat important, c'est que les individus qui démontrent un niveau moins élevé sur ces 3 compétences ont plus de chances d'indiquer une condition de santé moins favorable
Et ça, c'est majeur. On avait, peut-être vous connaissez l'enquête de Bernèche de l'Institut des statistiques du Québec sur Health Literacy, sur les compétences de base en santé. Ça rejoint beaucoup ces données-là. Et c'est majeur. Il faut vraiment qu'on sensibilise là-dessus les ministères de la Santé à travers le pays sur cet enjeu-là. Il est majeur. C'est vrai dans d'autres domaines, mais la santé est très heuristique, si je peux dire, pour convaincre les preneurs de décision. Et aussi un niveau plus bas en termes de participation politique et de participation dans la société civile. L'autre donnée importante, c'est que, et ça c'est très frappant, et là-dessus, c'est encore plus marqué au Canada que dans les autres pays, plus de compétences de base conduit à plus de participation à la formation. On le savait au niveau de la formation formelle, Pierre Doré a fait beaucoup de recherches là-dessus, mais maintenant même au niveau des maîtrises en termes de solutions de problèmes dans les contextes à haute teneur technologique. Et c'est un écart qui n'est pas faible, c'est un écart de 80 à 20. 80% des gens qui sont en haut de l'échelle participent régulièrement à des formations structurées, uniquement 20%. C'est-à-dire 15% en bas de la moyenne générale pour les gens qui sont au niveau plus faible. Au Canada, la situation des Autochtones était soulignée en particulier. Malheureusement, l'enquête ne portait que sur les Autochtones hors communauté reconnue, qu'on appelle bizarrement réserve. C'est quand même important. Les gens dans les catégories les plus faibles sont deux fois plus nombreux à l'intérieur des Autochtones vivant hors des communautés reconnues. Et donc, c'est un élément majeur, surtout au Frontier College qui travaille beaucoup dans ce secteur-là. C'est extrêmement important. Juste pour donner des chiffres, je vous embêterai pas beaucoup avec des chiffres, mais il y a des éléments intéressants. D'abord, la littératie, c'est la capacité de comprendre et d'utiliser des textes écrits de façon à participer activement à la société. Donc, la mesure, c'est pas juste béaba, c'est est-ce que je suis capable d'utiliser un texte pour solutionner des problèmes dans ma vie quotidienne. Et ça, c'est intéressant, et les tests étaient construits là-dessus. Donc, c'est pas juste passer des tests d'alphabétisation dans la cafétéria d'une entreprise, là. C'est un peu plus sophistiqué que cela. Et donc, de réaliser des projets, et surtout, de continuer d'apprendre par soi-même. D'être capable d'utiliser l'écrit pour continuer d'apprendre par soi-même. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que le Canada et le Québec est à peu près, dans la moyenne générale, un peu plus faible que les pays les plus avancés, mais on est à peu près dans la moyenne générale. Le Japon, beaucoup plus avancé que les autres pays. La Finlande aussi. Et ce qui est très intéressant à regarder ici, c'est l'Allemagne. C'est très surprenant comme données. Les journaux allemands se sont beaucoup préoccupés de ça. Je pourrais revenir sur les hypothèses qui circulent en Allemagne sur cette question-là. C'est des hypothèses qui nous préoccupent aussi beaucoup au Québec, sur l'environnement lettré et sur tout ce combat entre est-ce qu'il faut centrer l'éducation sur l'estime de soi uniquement ou aussi sur les compétences plus strict, si je peux dire, de l'apprentissage, à la lecture, l'écriture, à la numéricie, etc. En Allemagne, actuellement, on a le même débat qu'en Suisse et aussi au Québec, surtout pour la prime enfance. Les gens de prime enfance arrivent à l'école primaire avec des contextes très différents face aux compétences de littératie et de numéricie. Et comme on sent l'école primaire en fonction de la culture de la majorité lettrée. Donc, on centre plutôt l'école primaire sur l'estime de soi, la construction de l'identité, etc. Et à ce moment-là, le 30% d'enfants qui viennent de d'autres milieux voient dans l'école primaire un environnement qui est très frustrant. Et toute cette question du préscolaire 4 ans au Québec fait partie de ce débat international. Il faut qu'on trouve une façon, dès la première partie de l'éducation tout au long de la vie, qui est la partie prime enfance, à trouver une façon de corriger dès ce moment-là l'initiation quand même stricte aux compétences essentielles pour que ces enfants-là arrivent à l'école primaire
avec la même préparation, familiarité avec l'écrit et les chiffres que les autres. C'est un débat, je ne reviendrai pas. Sur la numéricie, c'est intéressant. Le Québec et le Canada sont un peu plus avancés que la moyenne là-dessus. Mais remarquez sur la numéricie, la littératie, puis ensuite la numéricie, on a fait une nouvelle chose dans l'enquête du PICA par rapport aux anciennes enquêtes. On a fait un niveau -1. C'est-à-dire qu'on est allé chercher la partie de la population qui vraiment, eux, ne sont pas en mesure d'utiliser l'écrit, même pour des éléments tout à fait de base. Et c'est quand même important, voyez-vous, au Québec, c'est quand même 4% de la population, mais ça permet de dégager l'analphabétisme du besoin d'actualiser les compétences de base. C'est deux données très différentes. Même chose au niveau de la numéricie, c'est quand même important, c'est quand même 5%, mais les médias ont tendance à tout centrer là-dessus. Le gros du problème est surtout sur l'actualisation d'une compétence qu'on a déjà apprise, qu'on a déjà maîtrisée, mais qu'on n'a pas été dans un contexte pour continuer de la pratiquer tout au long de notre vie professionnelle ou de notre vie sociale. La numéricie, c'est la capacité d'accéder à des informations mathématiques, de les interpréter et de s'en servir dans la vie quotidienne. Donc, c'est tout le temps la compétence, mais la compétence quant à son utilité pour solutionner les problèmes. Et vous voyez les chiffres là-dessus. L'élément le plus neuf et le plus intéressant, à mon avis, c'est la capacité de résolution de problèmes dans des environnements technologiques. Ce qu'on appelle la SPET, c'est la capacité de solution de problèmes dans un environnement à haute composante numérique. Donc, la capacité d'utiliser les technologies de l'information numérisée pour accueillir de l'information et de s'en servir pour solutionner des problèmes quotidiens. Donc, c'est vraiment toute la question de la fracture numérique et toute la question tant au niveau du travail qu'au niveau de la santé. Et je vais revenir sur la santé parce qu'on oublie que ce n'est pas juste relié au travail. Le CDE, là-dessus, ouvre une porte intéressante. Il a dû l'ouvrir pour les plus de 65 ans, mais ça, c'est une autre histoire. C'est intéressant à regarder, d'abord, le sans-réponse. Je m'excuse de l'avoir laissé en anglais. Le sans-réponse, c'est des gens qui n'ont pas passé le test et donc on n'a pas pu aller plus loin là-dessus. Mais regardez, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau -1, c'est quand même important. Regardez Canada-Québec, 15-18% au niveau -1, 30% au niveau 1, 2% au niveau 2 et 3. Ça veut dire que il est là le cœur du problème. C'est que l'environnement à l'écrit d'aujourd'hui est un environnement très informatisé et que là se joue un problème important. Et regarder dans la santé, c'est particulièrement intéressant de le regarder dans la santé. Il y a des analyses, il y a un groupe de femmes aux États-Unis sur femmes et santé qui, Our Body, Ourselves, que vous connaissez peut-être, qui précisément fait des recherches intéressantes sur la capacité des femmes d'aller vérifier sur support électronique ce que le médecin leur avait dit, etc. On a le même problème dans le mouvement gay sur le sida, surtout dans la phase du sida avant que ça devienne une maladie chronique, ce qui ça devient de plus en plus, où là, la capacité de celui qui était détecté d'être capable d'aller vérifier, et pas seulement de lire, mais d'interpréter ce qu'il y a sur son écran par rapport à sa situation à lui, ça fait tout le changement. Et c'est là qu'est peut-être le secteur le plus révélateur pour convaincre nos preneurs de décision à tous les niveaux, parce que c'est là que ça se joue beaucoup. Je vais juste vous donner certains chiffres qui sont éclairants. Regardez par exemple de 2000... Parce que quand je disais tantôt que ce n'est pas les gens qui sont moins compétents, c'est le milieu qui exige davantage, ce tableau-là est très éclairant. Regardez par exemple les expertises pour solution de problèmes, puis la communication complexe, c'est en montée
alors que la tâche cognitive routinière et la tâche mécanique routinière, elle, est en baisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos entreprises de production de biens et de services au Québec sont en train de changer profondément les procédures de travail et le mode de production. Ça veut dire que de plus en plus, sur ton poste de travail, tu es appelé à, étant donné la diversification du produit ou du service, tu es appelé à manipuler ton poste de travail, qui devient d'ailleurs de plus en plus numérisé, etc. Ça change complètement. Mais pour des travailleurs qui ont travaillé depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 30 ans, dans un environnement fordiste ou tayloriste, à travail en chaîne, en miettes et répétitif, il est clair que ces gens-là n'ont pas eu la chance de pratiquer. Si vous avez appris le portugais et que vous ne l'avez pas pratiqué pendant 15 ans, vous allez réussir très mal au test de portugais, non? Eh bien, c'est ce qui se passe beaucoup dans tous les secteurs de la vie, et c'est là qu'est l'enjeu. Et donc, l'enjeu, c'est l'actualisation d'une compétence qui a déjà été maîtrisée. On a quand même au Québec, c'est juste au niveau du 4 ou 5 qu'on a des gens qui ont échappé à l'efficacité du système scolaire, etc. Mais c'est surtout des gens qui ont appris des choses et qui les ont maîtrisées, mais qui n'ont pas eu la chance de pratiquer dans le travail, dans le contexte de travail, le contexte de vie dans lequel ils étaient. C'est la même chose pour la tâche parentale. On pourrait continuer de toutes sortes de façons là-dessus. Et la nature du problème, donc, c'est pas l'analphabétisme dans un pays comme le Québec, le Canada, l'Allemagne. C'est le besoin d'actualiser des compétences maintenant requises dans la société du 21e siècle, mais qui ont été non ou peu pratiquées, soit dans le contexte de travail, soit dans le contexte de vie. C'est pas moins vrai, c'est pas moins urgent comme problème, mais c'est là qu'est le problème. Et donc, ça signifie des stratégies d'apprentissage très différentes que des stratégies qu'on va utiliser dans certaines régions, par exemple de l'Afrique subsaharienne, etc. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un changement important au travail. Composante technologique accrue, l'organisation du travail flexible et donc la rotation de tâches, etc., et donc besoin de s'informer constamment, etc. Nouvelle exigence de contrôle de qualité. Regardez dans l'industrie agroalimentaire, c'est extrêmement intéressant maintenant. Les travailleurs dans les équipes de travail doivent être en mesure de vérifier ce qui est écrit sur l'emballage du produit avant de l'ouvrir et de remplir une formule, etc. C'est des compétences qu'on n'avait pas autrefois. En Allemagne, c'est tout à fait spectaculaire. Les travailleurs turcs en Allemagne avaient juste besoin Guten Tag le matin et Guten Abend le soir, puis ça réglait tout, parce qu'ils étaient dans un poste de travail où ils pouvaient travailler de façon individuelle. Maintenant qu'ils travaillent en rotation de tâches, maintenant qu'ils travaillent en équipe, la communication orale et écrite dans la langue d'accueil du pays où ils sont devient majeure. C'est là qu'est le changement. Ce n'est pas les gens qui changent, c'est le contexte qui change, c'est que les gens qui ont besoin d'appui pour être capables de fonctionner de façon autonome dans ce nouveau contexte. Même chose au niveau de la démographie. Et là, la donnée est intéressante. La rareté de la main-d'œuvre, la rareté de la main-d'œuvre de métiers intermédiaires capable de fonctionner dans un nouvel environnement numérisé, l'arrivée de la main-d'œuvre immigrante. Deux cas extrêmement intéressants au niveau démographique. D'abord, au niveau démographique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autrefois, quand j'avais besoin de gens plus compétents dans ce domaine, j'allais aller dans les groupes jeunes, dans les nouveaux employés, et je le réglais comme ça. Maintenant, les employeurs vont te dire, il faut que je fasse avec. Il faut que je fasse avec mon personnel. Et donc, c'est tout le problème de permettre aux gens de 35 ans, de 45 ans, très jeunes, à cet âge-là encore, d'être capables de continuer à pouvoir avancer, à faire du développement professionnel continu. Et donc, la question des travailleurs de plus de 45 ans devient un enjeu majeur dans l'entreprise. Mais la question des citoyens de plus de 45 ans, de plus de 65 ans, de plus de 75 ans, de plus de 85 ans, c'est aussi un enjeu majeur. Regardez au niveau de la santé, etc. La question de la main-d'œuvre immigrante est intéressante parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que les cours de English Second Language ou de francisation ou de germanisation, peu importe, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces cours-là ont un effet révélateur dans l'entreprise. Et c'est extrêmement intéressant. Je suis dans une équipe de travail, je suis un francophone de souche, comme on dit, bizarre,
Mes consoeurs et mes confrères qui arrivent du Maghreb, pas du Maghreb, puisque je parle français, mais qui arrivent d'Amérique latine, vont suivre le cours de francisation. Lorsqu'ils reviennent, ils perdent beaucoup moins de temps à remplir le rapport de contrôle de qualité à la fin du chiffre. Ils sont plus capables de vérifier sur le tableau la modification des produits qu'on va faire aujourd'hui, etc. Puis là, je me dis, mais pourquoi moi aussi, je ne pourrais pas avoir une petite formation accélérée, etc. Et donc, c'est un effet révélateur. Je ne sais pas si quelqu'un du FBDM ici. Non, ou quelqu'un des services de l'entreprise, des commissions scolaires. Non, en tout cas, si j'allais être ici, il vous le dirait, c'est très révélateur. L'autre élément important, c'est le changement dans la vie quotidienne. J'ai parlé de la santé, je ne reviendrai pas. Le rôle parental, qui est un nouveau rôle important. Et ça, il y a une autre dimension à ça qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle la motivation multiple. Dans l'entreprise, la motivation de beaucoup de travailleurs pour participer à ces formations-là, ce n'est pas uniquement la formation immédiate à mieux remaîtriser cette compétence dans le nouveau contexte, mais c'est aussi d'avoir un meilleur dialogue avec leurs enfants, de jouer un rôle plus important au niveau parental pour le succès de leurs enfants, etc. Et ça, cette nouvelle exigence du rôle parental est extrêmement importante. Entre parenthèses, le gouvernement du Québec a coupé les subventions beaucoup là-dessus au cours des dernières années. Bien, c'est un message publicitaire que je n'aurais pas voulu faire. Et participation sociale, la même chose. Donc, le problème qu'on a, ce n'est pas la démonstration du besoin au niveau statistique, ce que je viens de faire. Le problème, c'est au niveau local, comment débloquer la situation. C'est là qu'est le problème. Le problème, c'est que la perception du besoin au niveau local, au niveau de l'individu, au niveau de ceux qui encadrent l'individu, soit en santé, etc., le médecin, etc., c'est que le besoin ressenti, le felt need, comme on le dit dans l'enquête, n'est pas évident et est souvent dissimulé. C'est là qu'est l'enjeu. C'est la difficulté des organisations d'y voir des organisations locales, des entreprises, de la clinique, de CLSC, etc., d'y voir une nécessité. C'est là qu'est l'enjeu. Et là, on a un gros travail à faire là-dessus. L'enjeu aussi, c'est la difficulté des individus d'y voir un moyen d'améliorer leurs conditions. Et je revenais pourquoi? Pour deux raisons. Un, ça ne paraît pas évident à première vue. Écoutez, si moi, on me dit que j'ai telle maladie et que je dois prendre tel médicament, mais vérifier les effets collatéraux, c'est pas évident, selon mon expérience passée, du besoin que je vais avoir, de l'urgence que je vais avoir d'aller consulter l'information, cet effet-là, etc. D'autant plus que, et chez les adultes, c'est le gros problème, c'est ce qu'on appelle en anglais l'expectation, c'est le doute sur la faisabilité. Beaucoup d'adultes doutent sur le fait qu'ils vont réussir de telles formations. Et ça, c'est important. Il y a un questionnement d'avoir des organisations sur la faisabilité. Beaucoup d'entre eux, je dis, écoutez, ça, c'est le ministère de l'Éducation, c'est pas notre responsabilité. Ou sur la responsabilité dans ce domaine, il y a des contraintes de temps, mais aussi chez les individus, et c'est là qu'il est le plus important, il y a des doutes et les craintes des individus sur la possibilité de participer et de réussir. Moi, je suis un adulte reconnu dans mon milieu, c'est pas vrai que je vais aller m'exposer à faire rire de moi. C'est par intelligence qu'on ne participe pas. Et donc, il y a tout un problème là-dessus de travail. Or, nos politiques de formation de base et les subventions que vous recevez dans vos organismes pour faire la formation de base ne financent que l'activité immédiate de formation. Or, dans l'ingénierie d'actualisation des compétences de base, le travail en amont et en aval et le travail dans l'environnement lettré est aussi important que la formation immédiate. Et là-dessus, il faut que les gouvernements se déconstituent, c'est un concept scientifique, pour être capables de financer l'amont, l'aval et l'environnement lettré. C'est des facteurs majeurs de succès. Donc, et surtout dans l'entreprise, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'un événement déclencheur, d'un événement local déclencheur pour détecter le besoin et démontrer le besoin. Un bris de machine, l'introduction de nouveaux équipements, la question de secondes dont j'ai parlé tantôt, ou une consultation médicale, puis tu revois le médecin 2 mois après, puis le médecin dit « Ouais, mais écoute, t'as-tu pris tes médicaments? » Ben oui, mais j'ai pas bien saisi ce que vous m'avez dit, j'avais parlé tellement vite. Ben oui, mais je t'ai donné une feuille.
Ah oui, c'est une feuille? Ah, c'était une feuille, ça. OK. Et l'autre élément important, c'est le manque de diffusion des cas de réussite. Ça, c'est très important. Il faut que quand vous réussissez, diffusez-le. La semaine des adultes en formation de l'ICA est une très, très, très bonne initiative là-dessus. Au niveau international, c'est peut-être l'élément le plus intéressant pour faire avancer les choses, c'est la diffusion des cas de réussite. Je pense entre autres dans l'entreprise, l'exemple de Parmalat que Resdat a beaucoup diffusé, qui est extrêmement intéressant là-dessus. Ça a eu beaucoup d'effets. Je veux juste vous dire le commentaire des différentes organisations qui s'occupent de cette question-là. Je n'ai pas nommé Frontier College ici, ça va revenir tantôt. Oui, au plan international, on a toutes sortes de langues. Nous possédons maintenant un portail à jour des défis en matière d'alphabétisation et de faible littératie et les milieux sont mobilisés. Il convient donc que le gouvernement en fasse une priorité pour que le bilan de la décennie à venir soit plus positif que celui de la décennie écoulée. Pour près de 20% de la population adulte, de relever ce défi est une question de respect de leurs droits et une condition de leur assurant une pleine participation à la vie politique, économique et sociale du Québec. Surtout dans le contexte où on élabore une nouvelle politique, c'était extrêmement important et surtout de lier cette section-là à toutes les autres dimensions. Formation professionnelle, formation générale, éducation populaire, les trois grands piliers de l'éducation tout au long de la vie. Conclusion. Mais d'abord, c'est le silence fait sur les aînés dans cette enquête-là qui est dramatique. Nos enquêtes, à l'époque où le Canada avait encore un statistique Canada qui faisait du travail de l'éducation, on avait des enquêtes qui allaient justement en haut de 65 ans. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quand même demain 25% de la population. Le potentiel de vie non encore vécu de ces gens-là est majeur, tant pour elles et eux que pour l'ensemble de la communauté. Je parle ici à mon nom personnel. C'est important. Deuxièmement, le gros problème en termes d'ingénierie, c'est de relier les enquêtes nationales ou internationales aux besoins locaux. Tous les grands preneurs de décision au Canada qui sont ouverts reconnaissent le besoin. Le problème, c'est au plan local qu'il faut que ça développe. Et là-dessus, on a besoin d'un certain nombre d'interventions dont j'ai parlé tantôt. Et là-dessus, un des éléments importants, c'est le support en amont de la formation. Ces facilités permettent l'expression de la demande. C'est pas simple pour une personne d'exprimer une demande pareille. On a même dans les entreprises des cas, dans les recherches qu'on fait, des cas extrêmement extraordinaires où tout à coup, dans une entreprise, on a découvert que le rapport de contrôle de qualité du chiffre de nuit est le même que celui de jour depuis un mois. Parce que la personne préférait copier le rapport de jour pour pas faire parce qu'il y avait trop de difficultés à l'écrire, etc. Et c'est là qu'on a découvert. Ou bien, un des cas les plus révélateurs, c'est dans la formation technique. La formation technique dans l'entreprise est de plus en plus fréquente, formation technique là, sur mesure. Et c'est là qu'on s'aperçoit du problème de participation d'un nombre important d'employés, etc. Et le problème, c'est la délicatesse d'être capable d'intervenir pour permettre à ces employés-là d'avoir cette espèce de formation rapide de 60-80 heures pour être capable de revenir à parler portugais, si je peux dire. Le rôle clé des centres d'intervention et d'expertise, et ça c'est très important, que ce soit du RGPAC, on va en parler tantôt, que ce soit de la formation de développement de base en milieu de travail, FDBM, que ce soit les services d'éducation des adultes des commissions scolaires, les services aux entreprises, que ce soit Frontier College, et aussi les organismes qui jouent un rôle important comme centre d'expertise, la TFFP, le RESDAC, la Fondation Alpha, l'ICA, le Centre de documentation sur l'éducation des adultes, l'Association québécoise des formateurs en formation générale des adultes, etc. C'est un rôle clé et c'est le fun que ces gens-là commencent à travailler de plus en plus ensemble là-dessus. Pour moi, un des enjeux majeurs, c'est de créer des environnements lettrés facilitateurs. Et ça, c'est majeur. Si, une fois si dans le domaine de la santé,
La posologie en arrière de ta bouteille de médicaments continue d'être écrite comme elle est écrite aujourd'hui, c'est bien évident qu'on décourage les compétences lettrées dans le domaine de la santé. Nous, comme responsables de l'actualisation des compétences du 21e siècle, on est aussi responsables de l'environnement lettré. On est des ingénieurs de l'environnement lettré. Apprendre à faire de la communication publique dans un langage convivial est un élément majeur. Parce que c'est ça qui va créer un environnement facilitateur. Il faut qu'on travaille, tant dans les communautés autochtones, etc., à ce que les communicateurs apprennent à parler simplement et non pas à se monter scientifique parce qu'ils utilisent un langage compliqué. Einstein disait, ceux qui sont les plus compétents parlent les plus simplement. Et ça, c'est majeur. C'est majeur dès la petite enfance. J'en ai parlé tantôt pour ce qui est surtout des milieux loin de l'environnement lettré. Améliorer l'environnement lettré de la petite enfance, le travail extraordinaire que fait la Fondation Alpha sur la distribution de livres, par exemple, est extrêmement intéressant. Mais il faut là-dessus travailler de toutes sortes de façons avec les bibliothèques, etc. C'est majeur. Rééquilibrer en termes d'égalité des chances d'apprentissage informel, l'environnement lettré des milieux loin de la culture scolaire, c'est un élément majeur. En milieu de travail, c'est la même chose. Je dois m'arrêter ici. Et surtout, une politique dans ce domaine-là qui reconnaît que dans ce domaine-là, il faut bien sûr améliorer et financer les formations immédiates, mais tout le travail d'ingénierie, d'actualisation des compétences du 21e siècle en amont, pendant la formation et en aval, c'est aussi majeur et ça fait partie du besoin d'expertise. Merci beaucoup.